are PASS. We are the culmination of efforts that started with a spark and grew into the world's largest community of SQL Server and data professionals. Over 15 years, we have experienced tremendous growth in our careers, with our technology, and as a community. We are the data curators, the stewards and keepers of information. We build, protect, manage, and secure the very engine on which companies run. Today, the data we work with has accelerated, and we are asked to do more, to build and deploy faster, and to push the boundaries with data. To meet the demands of today, we need to continue to grow in our skill sets, in our connections, and in our community. What started with a single spark has grown to encompass the world. Let's continue to grow together. Welcome to PASS Summit 2014. Alors bonjour à tous. Évidemment, ce n'est pas le PASS Summit 2014, mais on voulait vous passer cette petite vidéo qui était passée à l'introduction du PASS Summit. Donc pour rappel, le PASS Summit, c'est la plus grande conférence qui est concernant les data et SQL Server qu'on peut avoir au monde. J'aurai un petit slide dessus, mais c'est plus de 5000 participants, donc c'est vraiment une énorme conférence. Évidemment, on aimerait bien avoir ces chiffres-là ici aux Journées SQL Server, mais bon, on essaye de faire au niveau local, au niveau français. Et donc, cette vidéo a été mise en introduction pour bien appuyer sur le fait que ce qui est important autour de ces conférences, c'est vous, c'est tous les gens qui travaillent autour de SQL Server, autour de la donnée. Donc, bienvenue pour ces Journées SQL Server 2014. On est déjà à la 4e édition et bienvenue à vous. La SQL Family, alors je ne sais pas si vous êtes familier de Twitter, mais évidemment, il y a plein de petits hashtags comme ça, de petits codes qui passent. Suivez Twitter, suivez ce type de hashtag et vous verrez tout un tas de professionnels français, européens, internationaux qui vont vous apporter plein de choses et qui font grandir cette communauté. 4e édition des Journées SQL Server. On est toujours autant excités et ravis d'organiser ces conférences. C'est énormément de travail, bien évidemment, mais on commence à être un petit peu rodé après tout ce temps. Et surtout, si on voit les efforts payés d'année en année, pas forcément au keynote. On sait que le matin, c'est toujours compliqué d'arriver à 9h sur le centre de conférence. Mais en tout cas, dans la communauté, cette communauté GUS, cette communauté SQL Server en France, on la voit grandir d'année en année. Avant de vous donner quelques chiffres, j'ai loupé le petit slide des sponsors, mais vous avez pu voir qu'il était sur le côté, bien évidemment. La SQL Family n'existe pas sans les sponsors, ou tout du moins, elle aurait une physionomie totalement différente. Ce type d'événement coûte assez d'argent. Et bien évidemment, si vous voulez avoir les petits croissants le matin, si vous voulez avoir la pause café, si on peut vous organiser ça, webcaster l'intégralité de l'événement, c'est bien évidemment grâce à nos sponsors. Vous avez la liste là. Ce qui est intéressant de noter sur les sponsors, c'est qu'on a quand même 5 de ces sponsors qui sont là depuis le début. Donc, qui nous soutiennent sur les 4 ans, alors pas forcément au même niveau. Donc, et bien évidemment, on ne peut pas forcément parler de sponsoring. C'est plutôt un partenariat très fort, c'est Microsoft, puisque bien évidemment, le groupe des utilisateurs SQL Server, sans SQL Server, ça n'a fait aucun sens. Donc même si bien évidemment, on essaye d'élargir et de se dire qu'on travaille autour des données, des data, bien évidemment, ce sur quoi on travaille, c'est la plateforme de données Microsoft. Donc bien évidemment, Microsoft est notre partenaire depuis le début. Il nous aide, il nous soutient, il nous subventionne pour cet événement. On a aussi Dell qui est là depuis le début. Alors, si vous regardez, dans les premières JSS, c'était Quest Software, donc avant que Dell rachète les outils de Quest. On a Expaseo, fidèle au poste aussi depuis la première année, et Azeo. Après, on a tout un tas de sponsors qui ont fait plus d'un événement, qui reviennent d'année en année. Mais on a surtout aussi les petits nouveaux. Et cette année, on a le plaisir d'accueillir Selenza et Violin et DBI Service, même si Violin a déjà sponsorisé le SQL Saturday. MyAMS aussi, qui fait ses premières journées SQL Server. MyAMS, c'est les produits Idera. Donc tout ça, c'est des éditeurs, vous pouvez aller les voir. XLCube aussi nous suit depuis quelques années. Vaisseau, partenaire historique aussi, qui soutient aussi
le GUS. Et enfin, j'ai dû en oublier un, Decube, qui nous suit depuis quelques événements aussi déjà. Je vous parlais un petit peu de chiffres avant d'oublier nos chers sponsors. La SQL Family, en termes de chiffres, j'ai updaté juste le slide de l'année dernière. Donc au total, on a 2700 personnes référencées. Alors quand on dit référencées, c'est qu'en gros, on a eu un jour un mail quelque part, à un événement, sur le site web, à une newsletter. Donc c'est des gens qui finalement on a dans notre base. Évidemment, ce n'est pas forcément des gens actifs. Depuis qu'on a le nouveau site web, on a mis des meilleurs outils pour vous suivre, pour vous comprendre, pour savoir ce que vous voulez. On a 1270 personnes qui se sont inscrites sur le site web. C'est 41% de plus que l'année dernière. Donc on a vraiment une forte progression sur les événements. Alors il faut dire qu'on fait des SQL Saturday aussi en septembre. On a les journées SQL Server qui marchent plutôt bien. Et on s'aperçoit qu'on a vraiment à chaque fois de nouvelles personnes, une nouvelle population qui vient nous rejoindre et qui vient à ces événements. Au total, on a 700 personnes qui lisent la newsletter quotidienne. Alors je ne sais pas. Vérifiez vos spams parce qu'on sait qu'on a énormément de problèmes. Vous êtes énormément sollicités, tous, entre les newsletters de vacances et autres sollicitations que vous pouvez avoir dans votre mailbox. Là, du GUS, on essaye de ne pas être trop intrusif. Une fois par mois, vous avez une newsletter, ça vous donne toutes les news sur les événements, sur ce qu'on fait, sur les after-work, sur les photos, sur les slides, sur les webcasts qu'on peut organiser. Donc vous êtes 700 à la lire tous les mois. Alors je n'ai pas vérifié si c'était les 700 même tous les mois. On aimerait bien voir ce chiffre grandir. Donc vérifiez, allez dans votre profil sur le site GUS, vérifiez que vous êtes bien abonné à la newsletter. Parce que évidemment, si vous avez coché ne pas recevoir la newsletter, normalement vous ne devriez pas la recevoir. Ou sinon vous nous envoyez un mail, on réglera ça. Là on a une progression de 15%. Donc c'est pareil, c'est des chiffres... On pourrait se dire, bon, 15%, 700, c'est pas grand-chose. Mais en fait, pour nous, c'est énorme parce que tout ce qu'on fait, on le fait à titre gratuit et bénévole sur notre temps libre et nos week-ends. Et on est content d'avoir ce type de résultats. C'est les choses qui font vraiment plaisir à voir quand on fait, nous, les bilans à la fin de l'année. C'est de s'apercevoir que finalement, année après année, événement après événement, on a de plus en plus de monde. Et enfin, le dernier chiffre, c'est les personnes qui viennent physiquement aux événements. Et là, on est super fiers de ce chiffre-là. Tout événement confondu, donc on inclut aussi l'afterwork, où c'est un petit peu moins technique, si ce n'est pour ne pas renverser son verre sur le voisin. On inclut aussi ces événements, bien évidemment, le SQL Saturday et les journées SQL Server. On a quand même une progression de 10% par rapport à l'année dernière. Et là-dessus, on est quand même très fiers de réussir à réunir 550 professionnels de la data au moins une fois dans l'année sur un de nos événements. Forcément, on parle de data, on va faire un peu de BI, juste pour vous montrer un petit peu la progression. Alors, on n'explique pas forcément tous les pics qu'il peut y avoir, mais bien évidemment, c'est les événements qui font que nos chiffres augmentent. Un petit mot aussi sur la population qu'on peut avoir. Bien évidemment, on a énormément de gens BI. Alors, je dis bien évidemment, pourquoi ? Parce que des DBA, il y a besoin de moins de DBA dans l'entreprise autour des données. La BI ramène tout de suite plus de monde, donc forcément, en termes de chiffres, ça se voit. Mais il y a une composante qu'on a sur ces données, c'est qu'en fait, ce n'est pas le nombre de la BI ou le nombre de DBA, le nombre de BI qui a augmenté ou le nombre de DBA qui a réduit, mais en fait, c'est la troisième catégorie, des gens qui ont déclaré sur leur profil dire qu'ils font et de la BI et le métier de DBA. Et ça, c'est assez important. On voit vraiment cette mutation depuis un an. C'est qu'au final, il y a plus... on voit de moins en moins le métier de core DBA, où on est vraiment au cœur des données. On a des gens qui deviennent de plus en plus pluridisciplinaires. Parce qu'être DBA, on a SQL Server, mais on a aussi les cubes, on a aussi le big data, on a aussi tout un tas d'éléments qui fait que finalement, on se considère un petit peu de faire et de l'administration de base de données, mais aussi un petit peu de BI. Un petit récapitulatif de tout ce qu'on a fait en 2014, évidemment, il y en aura certainement un petit peu oublié, mais on a fait énormément de choses. Hop, je vais tous les afficher, ça va aller plus vite. La première chose, c'est que, vous savez, l'année dernière, on a annoncé qu'on avait mis en place un board pour diriger l'association. Il y avait avant un bureau, bon, je vous passe un petit peu les détails. Cette année, on a fait des élections, et donc les 9 personnes qui gèrent cette association ont donc été élues. Je crois qu'il faut que je coupe les notifications. Ont été élus, et ce qui est important de rappeler, c'est que finalement, c'est à vous de voter. Pour ça, il faut juste que vous ayez votre compte sur le site GUS, qui soit à jour, et que vous ayez fait au moins une activité, c'est-à-dire venir aux journées SQL Server, venir au SQL Saturday, venir à un afterwork, lire la newsletter. Tout ça est pris en compte, et donc finalement, ça vous donne le droit de voter pour le board. Les grands classiques,
on a réussi à tenir, à vous sortir une newsletter tous les mois de cette année. Pareil, c'est beaucoup de travail, mais on est content de vous donner toutes les informations sur les événements, sur ce qu'on organise. Les webcasts mensuels, il n'y en a pas forcément tous les mois, mais parce qu'il y a des mois qui s'y prêtent forcément un petit peu moins. Mais vous avez ce contenu, vous pouvez vous connecter, c'est en ligne, c'est le soir à 19h de votre travail, de chez vous. Vous pouvez vous connecter et venir poser des questions à un speaker qui va vous présenter. Alors, il y a deux petites sessions d'une demi-heure, mais surtout, alors que ça ne vous encourage pas à ne pas venir, mais surtout, c'est enregistré et c'est mis sur notre chaîne YouTube. Donc, évidemment, si vous êtes arrivé en retard, si vous avez loupé, si vous voulez le revoir, c'est évidemment sur notre chaîne YouTube. Les afterwork qui marchent plutôt bien, à chaque fois on voit toujours des nouvelles têtes, c'est toujours dans la bonne humeur, on partage un verre et on parle forcément base de données, I/O, BI, reporting, data viz. On parle aussi de choses qui n'ont rien à voir avec la data, je vous rassure, mais c'est vraiment quelque chose on a réussi à mener une bonne ambiance et un rendez-vous bimestriel. Enfin, en 2014, c'est cette année, on est à la 4e édition des JSS. L'année dernière, on a fait vraiment une très belle édition puisqu'on avait réuni 365 professionnels de la base de données. Alors le chiffre, ça n'a rien à voir avec Office 365, on ne l'a pas fait exprès, c'est vraiment 365, une fois dédoublonné. Et on a aussi organisé notre second SQL Saturday à Paris. Donc, au cas où vous ne sauriez pas ce qu'est le SQL Saturday, c'est simple. C'est un événement qui se veut un petit peu plus fun. Pourquoi? Parce que c'est le samedi, donc forcément, on est un petit peu plus détendu. Je crois qu'il n'y a aucun speaker avec une cravate. C'est évidemment beaucoup plus technique. On essaye vraiment de vous amener des sujets où on va rentrer au fond des sujets. Donc, il y a beaucoup plus de sessions de level 300 ou 400 ou de type deep dive. Et surtout, c'est un événement qu'on veut international. Le SQL Saturday, c'est un événement qui vient du PASS. Il y en a, donc vous voyez, celui qu'on a fait en septembre à Paris, c'était le numéro 323. Et là, je crois qu'actuellement, on doit en être, au jour où je parle, on doit approcher des 400. Donc vous voyez qu'il y a énormément de SQL Saturday à travers le monde, en Europe. Évidemment, nous, on se doit d'organiser ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait venir des speakers du monde entier. Donc par exemple, alors je vais évidemment pas pouvoir tous les citer, mais on a eu le grand honneur d'avoir Andy Leonard, qui est juste le pape de SSIS, qui est venu des États-Unis pour venir faire une session. On a nos amis Oliver et Tillman, qui sont la référence autour de DQS et MDS. Donc on a vraiment un événement sur lequel on arrive à faire venir des speakers. Alors, ça ne veut pas dire que les speakers ici au JSS ou français sont moins bons, mais ça permet aussi d'avoir cet échange et de voir un petit peu d'autres approches qu'on peut avoir vis-à-vis de la techno. Évidemment, le bémol, c'est que c'est en anglais, mais normalement, pour des professionnels de la base de données, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc 26 speakers, 7 nationalités au total, parce qu'évidemment, si on compte nos amis belges, nos amis suisses, on arrive vite à 7 nationalités. Et vous avez quelques petites photos. Autre élément important sur ce SQL Saturday, on a testé un nouveau format de conférence cette année qui s'appelle les pré-conférences. Alors c'est quoi les pré-conférences? Finalement, c'est un peu un truc à mi-chemin entre une conférence premium. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de conférences qui sont payantes. Nous, les JSS, on tient à ce que ça reste gratuit pour vous offrir ce contenu-là. Mais il y a énormément de conférences en France et dans le monde qui sont payantes, ce qu'on peut appeler les conférences premium. Donc les pré-conférences, c'est à moitié ce type de conférence et à moitié une journée de formation. Parce que finalement, vous allez passer la journée avec un speaker. Alors, vous avez des gens comme Christophe Laporte, David Barbarin, Oliver Engels et Tillman. Et je peux citer aussi Isabelle Javois qui est là. Donc vous avez des speakers, des vrais experts sur leur sujet qui peuvent passer une journée avec vous pour rentrer sur un sujet et vous apprendre des choses. Et évidemment, on a eu 35 attendees, donc vous voyez que ça fait des petits groupes, on est une dizaine dans la salle. Donc forcément, il y a une petite ambiance qui se crée, on crée des liens avec ces experts, avec ces speakers. On peut vraiment amener ces sujets, poser ces questions et avoir une vraie plus-value sur la conférence. Vous voyez qu'il y a un prix. Évidemment, pour organiser ça, c'est un petit peu plus compliqué. Un speaker qui mobilise une journée pour vous délivrer du contenu, allez dans n'importe quel centre de formation, vous voyez le prix que coûte une journée de formation, et donc vous comprendrez que c'est logique qu'on rémunère ces speakers. Et donc le prix moyen, parce que forcément si vous réservez tôt, c'est un petit peu moins cher, il y a des prix étudiants, etc. Le prix moyen cette année a été de 107 €. La dernière chose que je voudrais rajouter là-dessus, c'est qu'en fait, comme c'était notre premier essai, on ne savait pas trop si ça allait marcher. Tous les speakers qui ont organisé ces pré-conférences ont joué le jeu et l'intégralité des gains a été reversée à l'association pour justement vous
offrir d'autres choses, des goodies, des cadeaux, des choses comme ça. Donc c'était notre premier essai et finalement les speakers sont même venus et ont offert ce contenu gratuitement. Donc merci à eux. On parle de scène internationale. Je vous ai parlé des SQL Saturday, qui sont l'événement qu'on voit à travers le monde, un petit peu partout. On a aussi le PASS Summit, qui est la plus grande conférence. Et donc, je pense que c'était important de voir que nous, petits Frenchies, on a notre place finalement dans cette scène. On a des compétences, on a des experts qui sont reconnus, qui sont connus aussi par nos homologues internationaux. Et notamment au PASS Summit. Donc le PASS Summit, je vous en parlais tout à l'heure, donc c'est 5000 participants, il y a 2000 sociétés différentes qui envoient des gens là-bas. Et tous les ans, on galère un petit peu à référencer un peu les Français qui sont sur place. Alors on essaye de pousser ça en allant boire une bière avec les Français, en faisant le French Dinner, en faisant la French Hour quand on est à la zone communautaire. Et à chaque fois, on avait toujours du mal à ramener un peu les troupes. Et cette année, on est content parce qu'il y avait à peu près une vingtaine de Frenchies qui étaient là-bas et on a pu tous finalement se retrouver, assister au keynote, discuter avec nos homologues. Là, ici, vous avez nos amis d'outre-Atlantique et du Canada. Représenter finalement notre association aux États-Unis. Donc on est venu avec la banderole que vous voyez qui est toute chiffonnée à l'entrée. Elle a voyagé, elle a été aux États-Unis et au PASS Summit, on a pu montrer qu'il y avait une réelle communauté française autour de la data. Et donc on a pu faire un super dîner à une vingtaine de personnes avec tous les gens représentés. Et pas forcément que des MVP, des gens qui ont l'habitude d'aller sur place. Il y avait aussi quelques clients. D'ailleurs, je tiens ici à remercier Criteo qui a financé le repas et qui a offert le repas à tous les participants qui étaient là. Donc merci Criteo pour ça. Un petit peu de pub pour nos amis du PASS. Il y a une autre conférence qu'organise le PASS, c'est la Business Analytics Conference, très orientée BI. Donc si vous êtes plutôt DBA, vous n'êtes pas forcément dans la cible. Le lieu est par contre sympa, c'est en Californie et ça sera en avril. Donc évidemment, vous pouvez vous inscrire. Je crois qu'il y a actuellement un prix réduit si vous vous inscrivez maintenant. Donc voilà, allez à ce genre de conférence, toujours intéressant et revendiquez le fait que vous faites partie du GUS. D'ailleurs, contactez-nous. Normalement, on a tous les ans des petites réductions pour que vous puissiez aller à ce type de conférence. On va terminer avec le dernier tour sur la scène internationale. Je ne sais pas si la news est bien passée, on n'a pas eu dans la newsletter. On a fait aussi quelques événements et quelques relayings. Il y a donc nous, on est le GUS, on est représentant local en France du PASS. Mais le PASS organise ce qu'on appelle les virtual chapters. Donc tout est virtuel et l'idée, c'est qu'il y a un virtual chapter dédié à la langue française. Donc évidemment, il n'y a pas que nous, franco-français. Il y a évidemment les Suisses, les Belges, l'Afrique du Nord, le Canada. On a même des speakers qui sont un petit peu des expats qui sont un petit peu partout. On a au Danemark, en Thaïlande. Donc tout ça, c'est la francophonie. C'est Isabelle et Christian donc de Belgique et du Canada. Rien de mieux que d'avoir les deux côtés de l'Atlantique représentés qui gèrent ça. Il y a des sessions qui sont organisées. C'est à peu près tous les 2 mois. Vous avez des sessions un petit peu comme nos webcasts. Donc allez-y, renseignez-vous, inscrivez-vous, écoutez les sessions et évidemment, nous, on essaye de les relayer, de les mettre sur notre chaîne YouTube. Et enfin, pour terminer, ce petit côté French Connection et les Frenchies qui vont à l'étranger, évidemment, il n'y a pas que le PASS où il y a 6000 attendees et les journées SQL Server avec 300 et quelques attendees. Il y a évidemment tout un tas d'événements intermédiaires qui se déroulent autour en Europe, autour du monde certes, mais en Europe, c'est un petit peu plus près. Et on a fait l'exercice avec quelques membres du board, mais aussi d'autres, je pense à Jordan, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a joué le jeu, d'aller speaker à ce type d'événement et de faire l'exercice. On a envie et on espère d'avoir des speakers anglais, américains et étrangers à nos événements. Donnons l'exemple nous-mêmes en allant speaker à ce type d'événement. Alors c'est un exercice un peu complexe quand on ne l'a jamais fait, mais contactez-nous et on vous aidera justement à aller sur ce type d'événement, à vous aider à devenir speaker et aller sur ce type d'événement. Bon, ça fait un peu photo de vacances, ce slide, mais voilà, il y a ces événements, il y a les SQL Saturday, donc on est allé en Allemagne et aussi en Angleterre. Je sais qu'on a nos amis belges qui voyagent beaucoup et qui représentent beaucoup la francophonie à différentes conférences à travers le monde. Je vous ai
bien embêté avec tous ces sujets, mais c'est important de parler de la communauté, c'est important de vous faire passer toute la passion qui nous anime. Évidemment, il faut être passionné pour venir ici, pour s'occuper de tout ça. On est content que vous soyez là et c'est important de vous donner tout ce feedback. Mais maintenant, on va passer au vif du sujet, on va parler des journées SQL Server puisque vous êtes venus pour ça. Quelques petites remarques concernant cette organisation. Vous avez un concours Twitter, comme l'année dernière, avec des cadeaux à gagner. On a des livres, on a des mugs, plus de 3 autres goodies qui doivent traîner. Donc c'est simple, suivez Gus France, vous aurez les questions qui vont être posées tout au long de la journée et demain. Et forcément, il y a des cadeaux à gagner, on tirera au sort parmi les gens qui sont sur Twitter. C'est vraiment un excellent moyen de nous suivre et de savoir ce qui se passe dans le monde, dans la communauté en suivant Twitter. Autre chose, la lunchbox. Forcément, si vous avez acheté, vous allez au bar, c'est comme l'année dernière, vous présentez votre ticket ou sinon vous cherchez un organisateur pour ça. Et enfin, alors c'est plus vraiment une annonce parce que déjà l'année dernière tout était enregistré, je vous répète, tout sera enregistré, donc si vous avez loupé une session, si vous hésitez entre 2 sessions parce que forcément on a énormément de sessions pendant ces JSS, n'hésitez pas, vous pourrez voir ça par la suite en vidéo. Avant de passer la parole à notre sponsor Platinum, juste un dernier point, on a 42 sessions cette année. On a essayé d'optimiser l'agenda. On a à peu près une 50aine de speakers. Donc merci à eux. Merci à vous d'assister à ces sessions. Et n'hésitez pas, vous verrez, il y aura des slides avec l'URL pour évaluer les sessions. C'est très important de nous faire un retour sur ce type d'événement et de nous dire ce qui vous plaît, mais aussi ce qui ne vous plaît pas. Je vais passer la parole à Damien de Microsoft. Et je crois qu'il faut que je passe une vidéo avant. Tout est bon alors. À tout à l'heure. Si tu veux le... Bienvenue dans un monde de données. Mobilité, réseaux sociaux, Internet des objets, open data, cloud. Aujourd'hui, le volume de données explose. Chaque seconde, chaque personne génère 1,7 mégaoctets de données. Ce n'est que le début de l'histoire. En 2020, près de 26 milliards d'objets seront connectés à Internet. Aujourd'hui, les données sont au cœur de la transformation. Dans la distribution, pour accroître les ventes grâce à l'analyse des parcours clients. Dans l'industrie, pour prévenir la défaillance d'équipements et garantir les rendements. Dans la banque, pour détecter en temps réel des fraudes. Dans les services publics, pour fournir des informations géolocalisées. Et dans bien d'autres secteurs encore. Aujourd'hui, 71% des départements marketing, finance et RH estiment que l'explosion des volumes appelle de nouvelles compétences métiers et de nouveaux rôles. Le Chief Data Officer et le Data Scientist sont en train de naître. Les données sont l'objet de toutes les attentions. Les utilisateurs souhaitent les manipuler facilement. Les métiers veulent les utiliser pour innover. La DSI se doit de garantir leur sécurité et leur qualité. Et pour vous aider à relever ces défis, Microsoft s'engage à vos côtés. Chaque jour, nous mettons à l'épreuve notre expertise en matière de données au travers de nos services et de nos propres solutions cloud. De grands acteurs nous ont confié leurs plateformes de données les plus critiques pour leur activité. Nos outils pour manipuler les données sont familiers et déjà utilisés par tous au quotidien. Nous proposons, notamment grâce au cloud, de stocker et traiter les données dans des coûts parfaitement maîtrisés. Microsoft vous accompagne. Bonjour à tous. Et puis, on voulait vous passer cette petite vidéo en introduction qui un petit peu résume, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis pendant la vidéo,
la situation du marché, le volume de données qui explose. Et on voit bien ici qu'on dépasse le cadre de juste SQL Server. Alors c'est vrai qu'on aurait pu... On aurait pu effectivement vous souhaiter la bienvenue aux journées SQL Server et remercier le GUS, donc le groupe des utilisateurs SQL Server. Mais je n'ai plus de slide. On casse mon ambiance là. Voilà, donc on aurait pu effectivement vous souhaiter la bienvenue aux journées SQL Server et remercier le groupe des utilisateurs SQL Server. Mais en fait, on parle plutôt de Data Insight que de SQL Server. Donc on s'est un peu lâché là avec Damien sur une petite blague. Donc on va plutôt vous souhaiter que la force soit avec vous pour ces journées Data Insight. Et on remercie bien sûr le Jedi Council. De Jean-Pierre, je ne sais pas si tu te reconnais parmi les différents Jedi. Ouais. Juste avant de continuer sur cette présentation, un petit rappel sur le business finalement data chez Microsoft. Encore une fois, on dépasse le cadre d'SQL Server, même si SQL Server reste la base de données la plus déployée, avec 45% de part de marché, et continue d'être le gros engine de Microsoft en termes de croissance à double chiffre depuis pas mal d'années, et représente environ 5 milliards de dollars de revenus chez Microsoft. On le verra tout au long de cette présentation et également dans les sessions qui vous sont présentées, les 42 sessions. On parle de 3 gros domaines, on va dire. Mission Critical, donc les applications critiques en entreprise, où là on a vu sur les dernières années plus de 900 applications qui ont migré d'Oracle vers SQL Server. On est bien sûr leader dans les différents cadrans, les différents Magic Quadrants de Gartner sur ce sujet. Le deuxième sujet, c'est la BI. Jean-Pierre en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a 1 milliard d'utilisateurs d'Excel. Et il se trouve que notre BI, on la véhicule à travers Excel et Office 365. Donc là encore, un grand levier de croissance pour vous et pour Microsoft. Le troisième point, c'est le cloud. On a bien sûr sorti Azure SQL, la base de données dans Azure il y a quelques temps. On a plus d'1 million d'instances qui tournent aujourd'hui sur Azure et de nombreux services qui arrivent quasiment tous les mois sur Azure pour traiter la donnée. Donc on voit bien en fait que tout ceci, et on l'a pu le constater lors du lancement d'SQL 14 où Satya Nadella était présent avec Kevin Turner, la data est au cœur de la stratégie Microsoft, stratégie mobile first, cloud first, d'accord. Donc un monde où on connecte finalement tous les devices, les sensors à des services cloud, et également où les services cloud n'existent que si on les connecte à la vraie vie, à des devices. Et la donnée est bien sûr à l'intersection de ces deux mondes. On va même un petit peu plus loin dans la vision. Merci Benoît. Vous l'avez vu dans la vidéo en introduction, les données sont à l'origine d'une transformation dans la société, une transformation qui va impacter à la fois les métiers, les différentes technologies que l'on trouve, mais aussi la façon dont aujourd'hui les pouvoirs publics appréhendent le sujet. Vous le savez peut-être, en juillet dernier, le rapport qui s'appelle la nouvelle France industrielle qui a été produit pour Montebourg et qui fait 34 propositions, évoquait le big data comme l'un des axes majeurs de l'évolution et de la compétitivité économique française. Deuxième rapport aussi assez intéressant, je vous invite tous à regarder parce qu'il est assez riche d'enseignements, c'est le rapport annuel du Conseil d'État. Ce rapport a été consacré à un sujet qui est le numérique et les droits fondamentaux. Et dans ce rapport, vous verrez que des réflexions autour de la réglementation des algorithmes prédictifs, autour de la capacité à exploiter les données sont mentionnées avec des réflexions sur les enjeux de société qui sont derrière. Donc ce sont des articles et des documents qui sont publics que je vous invite à lire. Alors pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le phénomène data et big data au sens large, les enjeux sont plus simplement liés à ce qu'on était capable de faire au sein d'une entreprise. Tous les DBA aujourd'hui gèrent des données relationnelles qui sont celles qui sont gérées par l'entreprise. On sait aujourd'hui que les entreprises elles-mêmes génèrent davantage de données, par exemple en historisant davantage les données qu'elles produisent, parce qu'aujourd'hui le coût du stockage est faible. Mais ces données viennent aussi de l'extérieur. Elles viennent à la fois des réseaux sociaux, elles viennent à la fois de l'Internet des objets. En fait, on assiste aujourd'hui à une révolution qui est celle que les sciences ont connue et continuent de connaître,
qui est celle de la quantification du monde, de la capacité à mesurer. Si vous réfléchissez bien, la plupart des découvertes scientifiques qui ont été faites parce qu'à un moment donné, on était en capacité de mesurer plus finement un phénomène à l'aide de nouveaux outils, microscopes, télescopes, accélérateurs de particules, etc. Et ce qu'on voyait dans le monde scientifique se produit aujourd'hui dans la société actuelle, puisqu'aujourd'hui on commence à quantifier des relations sociales, on commence à quantifier ce qui se produit au quotidien tout autour de nous, d'où la notion aussi d'intelligence ambiante. Chacun des objets qui nous entourent aura davantage de capacité de calcul, davantage de capacité à s'adapter à son environnement et finalement d'interagir avec les autres objets de l'environnement pour être capable de proposer un service sur mesure, une sorte d'intelligence contextuelle. Pour ça, ça veut dire que derrière, on doit être capable de gérer, de collecter de grands volumes de données. Mais ça n'est pas suffisant. On parle énormément de big data, mais ce qui fait souvent rêver nos clients, ce n'est pas en fait le fait qu'il y ait beaucoup de data, c'est plutôt la deuxième partie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'apprentissage automatique, l'apprentissage statistique, et ce que nos amis anglo-saxons appellent le machine learning. Bien souvent, vous constaterez que les capacités à faire ce que vous entendez aujourd'hui, la capacité par exemple à prédire le churn, l'attrition de clients, est non pas liée au fait qu'on ait beaucoup de data, mais qu'on soit capable en fait de mettre en place des modèles statistiques pertinents. Donc derrière ces révolutions, cette explosion du volume de données, ces révolutions que l'on promet dans la société, il y a évidemment des évolutions technologiques fortes qui doivent accompagner ça. La plupart d'entre vous sont probablement des gens qui travaillent autour de la base de données relationnelles. Vous le savez aujourd'hui, ça n'est plus suffisant. Il faut travailler sur les 85% des données qui nous échappent et qui sont ces données qui sont dites non structurées. Si vous regardez, ce que je me propose de faire avec vous, c'est de regarder l'évolution des annonces qui ont été faites par Microsoft dans l'année passée, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et vous constaterez que les annonces ont suivi un rythme presque exponentiel. Donc ici, 3 couleurs. Tout ce qui est en orange correspond à la BI et aux offres autour de Power BI, donc les offres dans le cloud autour d'Office 365. En rouge, les offres qui se présentent sous la forme de licences que vous achetez, typiquement SQL Server ou APS, Analytic Platform System, sur lequel je reviendrai ensuite. En bleu, toutes les annonces autour de la data qui ont été faites autour d'Azure. Ici, je n'ai mis qu'un sous-ensemble des annonces. Il y a un certain nombre qui manquent, mais j'ai mis celles qui m'ont paru les plus marquantes. Et vous voyez qu'aujourd'hui, l'innovation, en tout cas chez Microsoft, se fait au travers du véhicule du cloud pour 2 raisons. D'abord, pour nous, c'est plus simple de pouvoir mettre à disposition les nouveautés dans le cloud et de les mettre à disposition du marché rapidement. Deuxièmement, c'est la conviction que l'on a que c'est pour vous l'opportunité de rapidement acquérir ces technologies et de les expérimenter. Aujourd'hui, vous êtes dans un contexte où tout va tellement vite que vous n'êtes plus en capacité de pouvoir prédire à l'avenir quelle sera la technologie qui, dans les 10 années qui vont venir, va être en capacité de vous aider. Et donc l'objectif, c'est de vous permettre d'expérimenter, d'essayer. Probablement d'ailleurs que c'est une combinaison des technologies dont vous entendez parler aujourd'hui qui vous permettra d'adresser les nouveaux scénarios business. Je prends l'exemple d'Hadoop. Hadoop on commence à parler d'Hadoop en 2007, on parle du phénomène Big Data en 2011, et pourtant déjà aujourd'hui vous entendez que certaines autres plateformes comme Spark sont en train de faire de l'ombre à Hadoop. Donc les clients moi je rencontre aujourd'hui qui me disent ça y est, moi j'ai déployé un cluster Hadoop, mais j'ai toujours pas de projet métier dessus, mais tôt ou tard j'en ferai quelque chose, sont peut-être déjà dépassés. Ils ont peut-être fait des choix technologiques qui ne sont plus pertinents. Donc l'enjeu, il est pour vous de pouvoir rapidement apprendre, essayer, expérimenter les technologies et le cas échéant, parce que vous découplez le stockage des traitements qui sont faits dessus, de pouvoir faire évoluer les choix technologiques que vous avez faits. Parmi les faits marquants, évidemment, il y a le lancement de Power BI, qui peut-être maintenant est pour vous une évidence, mais en février dernier. Il y a également le lancement de SQL Server 2014, dont on parle peut-être moins, mais qui connaît un franc succès chez nos clients autour des sujets tels que l'in-memory et la haute disponibilité. Ce qui m'a paru aussi important de citer dans ce slide, c'est le fait qu'on s'ouvre de plus en plus. Vous voyez ici des noms comme Oracle, comme SAP qui sont supportés dans Azure. On a parlé récemment aussi des partenariats avec Salesforce, de plateformes comme MongoDB, comme Cassandra qui sont supportées dans Azure. Et bien entendu, tout le travail qu'on fait non seulement en adoptant Hadoop, mais en contribuant nous-mêmes à Hadoop, je reviendrai dessus. Alors peut-être que vous êtes dans cette situation-là, un peu perdu, en vous disant, mais aujourd'hui, finalement, quel choix faire, quelle technologie adopter, comment apprendre ces technologies-là. Alors, il y a une façon simple, en fait, de comprendre la façon dont s'organise l'offre de Microsoft. Elle s'organise autour de 3 couches. La première, elle est celle qui doit nous permettre de collecter, de capturer, et évidemment de gérer tout l'ensemble des données stockées, quelle que soit leur forme. Le deuxième aspect, c'est toujours de transformer ces données, les adapter aux besoins business, et bien entendu, de faire des analyses dessus. On reviendra sur ce sujet.
Dernier point, la capacité à visualiser, à décider et bien entendu à agir sur ces données-là. Et c'est donc tout le volet BI que vous connaissez bien. Alors ce que je vous propose, c'est de revenir sur ces couches très rapidement et de voir quelles sont les annonces qui ont été faites au sein de ces couches-là. Si je prends la première couche du bas, la couche qui consiste à capturer et à gérer ces données-là, on a derrière sur ce sujet en fait 4 objectifs. Vous permettre d'adresser aujourd'hui l'ensemble des types de données que vous êtes susceptibles de rencontrer, quels qu'ils soient, relationnels, non relationnels, NoSQL, etc. On va revenir dessus. La capacité à monter en charge de façon dynamique et surtout de vous proposer de l'élasticité. Les besoins d'aujourd'hui ne sont pas les besoins de demain. La capacité à maximiser les performances et la disponibilité et bien entendu simplifier l'accès au cloud. Alors si je prends le premier sur la capacité à gérer tout type de données, vous avez probablement entendu que dans les derniers mois, on a fait l'annonce en preview actuellement d'une base de données NoSQL qui s'appelle DocumentDB, qui se positionne sur un segment de marché qui est similaire à celui que vous connaissez peut-être, qui est celui occupé par un MongoDB ou un Cassandra. La différence, c'est qu'on vous propose là un service qui est directement consommable, qu'on pourrait qualifier de plateforme as a service, donc vous n'avez pas à gérer vous-même l'infrastructure. C'est une plateforme qui n'est pas totalement neuve, qu'on utilise nous-mêmes aujourd'hui pour animer le OneNote Server qui se trouve dans Office 365 et qui exploite un certain nombre de technologies qui ont été mises en œuvre dans Hekaton, dans la partie in-memory OLTP de SQL Server aujourd'hui. Alors, en quoi cette base elle est intéressante? Elle vous propose en fait de gérer des données sans avoir forcément de schéma, comme c'est le cas dans une base de données relationnelle. Et vous allez donc pouvoir adapter rapidement les types de requêtes que vous faites sur ce type de plateforme sans avoir un schéma prédéfini ou en tout cas en le faisant évoluer. L'autre attrait, c'est que ce sont des bases de données qui sont généralement relativement performantes en lecture. Ce ne sont pas des bases de données que je recommanderais pour de l'écriture pure. C'est vraiment fait pour de la lecture. Autre intérêt, et ce qui nous distingue de certains de nos compétiteurs sur ce sujet-là, c'est qu'on vous propose en fait le choix du niveau de support du modèle ACID. Donc soit vous voulez un système, une plateforme totalement ACID-like, et à ce moment-là vous avez les avantages du transactionnel, mais vous avez des pertes de performance, ou à l'inverse, vous pouvez demander une consistance des données plus faible, et dans ce cas-là vous avez des performances qui sont nettement supérieures. Autre sujet, autre annonce, vous connaissiez probablement déjà le support d'Hadoop dans Azure, HD Insight. Les annonces qui ont été faites cette année, c'est le support de la dernière version, la 2.4. Le fait que Microsoft a contribué à la version Hadoop 2.4 en contribuant au projet qui s'appelle Thèse. Et donc grâce à ça, on a permis d'accélérer avec les équipes SQL Server d'ailleurs qui ont contribué au code d'Hadoop à multiplier les performances par 100 sur certains types de requêtes. Et donc ce sont ces technologies qui sont aujourd'hui intégrées dans HD Insight 2.4. Dernières annonces aussi, toujours autour de HD Insight, le support de Storm, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de complex event processing qui est massivement scalable, qui peut monter en charge de façon significative. Cette plateforme Storm vous permet en fait de créer ce qu'on appelle aujourd'hui une topologie, donc une façon de traiter les données, de distribuer les flux entre différents nœuds d'un cluster. Elle est utilisée par un certain nombre de grands clients et étudiée par des clients comme EDF par exemple pour gérer des flux de données qui viendraient par exemple des compteurs, les 35 millions de compteurs, le Linky. On a aussi annoncé le support de HBase, donc la possibilité d'avoir une base de données en mode accès aléatoire et une base de données orientée colonne sur Hadoop. Et plus récemment, la possibilité, pour ceux qui en ont entendu parler, de déployer Spark. Donc vous voyez qu'on a un investissement dans la communauté open source avec une stratégie qui est claire. C'est partout où la communauté open source apporte une plateforme qui a de la valeur, nous l'adoptons et nous le proposons à nos clients directement. Partout où on estime être en capacité de proposer mieux, plus performant, plus simple, à ce moment-là, on arrivera avec une offre différente. On parle de données là, NoSQL sur la première ligne ou de bases de données quelconques, enfin de données de nature quelconque. Il y a évidemment toujours les données relationnelles. Analytic Platform System, c'est le successeur de PDW, Parallel Data Warehouse. La force de cette plateforme, c'est que c'est une base de données massivement parallèle qui combine aujourd'hui deux types de données, à la fois des données relationnelles, donc vous avez du SQL Server, mais également Hadoop. Cette année, on a annoncé la possibilité de créer dans cette appliance des régions Hadoop. Et donc vous avez à la fois dans la même boîte, passez-moi l'expression, des régions Hadoop, des données SQL Server avec une couche d'abstraction polybase qui vous permet de voir ça comme une grosse base de données SQL Server.
Dernier point, dernière annonce très récente, Azure Search. De plus en plus d'applications mobiles, notamment, ont besoin de ce fameux bouton Search dans lequel vous allez écrire, par exemple, les informations qui vous permettent de chercher un catalogue de produits. Derrière ce type de fonctionnalité, eh bien, vous avez besoin d'un moteur de recherche. Nous avons donc annoncé la disponibilité, là aussi en preview, d'Azure Search. Azure Search vous permet d'indexer des données, avoir une sorte d'index inversé sur les données. Et donc là, vous avez, avec ces 4 volets-là, la capacité de gérer n'importe quel type de données, quelle qu'en soit la nature, le volume et la vélocité. Deuxième aspect, quand on parle de Big Data, évidemment, on parle de capacité à monter en charge. Vous connaissez probablement les capacités de SQL Server 2014, et si vous êtes là, c'est que vous connaissez cette plateforme. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme capable de tirer parti des machines, des configurations les plus exigeantes. Ce qui paraît intéressant, c'est de voir les annonces qui ont été faites cette année, notamment, sauf erreur, c'était en octobre, l'arrivée des séries G dans Azure. Ce sont des machines virtuelles qu'on pourrait appeler les Godzilla, qui, lorsqu'elles sont sorties, et à ma connaissance, c'est toujours le cas, étaient les plus grosses configurations de VM que vous puissiez trouver dans le cloud aujourd'hui. Nulle part ailleurs, vous trouvez des configurations aussi importantes. Notamment, la plus grosse configuration vous propose quasiment un demi-téra de RAM, 6 Tera 5 de SSD, et 32 CPU. Donc avec ce type de plateforme, vous êtes en capacité de faire tourner les workloads, en tout cas de répondre aux besoins les plus exigeants dans le cloud. Autre aspect aussi, c'est que ces machines, on vous propose des machines virtuelles qui sont préconfigurées par les équipes de Microsoft et qui vous permettent en fait, qui sont optimisées pour certains usages. Si vous voulez faire du transactionnel par exemple, avec le fait d'avoir la temp DB sur les disques SSD. Avec ça, on a vu des gains de performance d'un facteur 10 chez certains clients. Dernier point, SQL Server Database, ou plutôt SQL Database, passez-moi l'expression. Vous voyez comme quoi finalement on finit par mélanger les deux produits. En fait, le moteur est très très proche. SQL Database a connu 2 types d'évolution. D'abord d'un point de vue offre, on vous propose aujourd'hui 3 offres, basique, standard, premium, sur lesquelles on s'engage sur certains niveaux de SLA. Et donc si vous avez besoin d'avoir une base de données que vous activez en quelques minutes, sans avoir à vous préoccuper de l'infrastructure qui est derrière, des OS, des patchs, etc., SQL Database est aujourd'hui la réponse. On a plus d'1 million de bases de données de ce type qui sont déployées dans le monde. Donc on opère, nous, pour vous, plus d'1 million de bases de données. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on apprend énormément avec ça sur la gestion de ce type de plateforme. Et tout le savoir-faire qui est acquis avec SQL Database est réinjecté dans la conception de la prochaine version de SQL Server. Donc ça, c'est un exemple typique où le cloud enrichit les offres on-premise. Dernier point, toujours une annonce aussi intéressante, la possibilité désormais d'avoir ce qu'on appelle Elastic Scale. Pour ceux qui connaissaient, c'est le successeur de Azure Fédération, la possibilité en fait de faire ce qu'on appelle du sharding, de découper une base de données à la fois en ligne, donc du partitioning qu'on trouve déjà dans SQL Server, mais en colonne, ce qu'on ne trouve pas dans SQL Server. Et là, vous pouvez avoir des configurations, vous avez des milliers, j'insiste bien, des milliers de bases de données sur lesquelles vos tables sont réparties et qui donc ont la capacité de monter en charge à la fois en rajoutant des serveurs, mais aussi, le cas échéant, en diminuant le nombre de serveurs. Quand on parle de performance, donc je le disais sur SQL Database, des garanties de service, avec des garanties à la fois en termes d'IO et de temps de réponse. Point important pour moi, c'est sur SQL Server 2014. C'est peut-être au bout d'un an, tout va tellement vite qu'on est peut-être déjà habitué. Mais juste se rappeler qu'on a quand même été la première grande base du marché à intégrer directement un moteur in-memory OLTP, donc transactionnel, dans le moteur de base de données. Nos compétiteurs le faisaient, mais sur des produits séparés, nécessitant des compétences séparées, nécessitant souvent des développements custom à part. Là, c'est directement à intégrer SQL Server 2014. Les gains de performance peuvent être assez considérables. Des démonstrations, par exemple, faites par mon collègue l'année dernière au Tech Days, on avait eu un x90 sur un job transactionnel. Autre aspect qui est très très apprécié par nos clients, c'est ce qu'on appelle donc les bases de données en colonne, la partie Column Store Index. Là aussi, on a une version du Column Store Index qui multiplie les performances par 100. Et donc, ce sont des technologies qui sont aujourd'hui totalement intégrées à SQL Server. Ce qui me paraît important là-dedans, c'est que ce sont les technologies que vous connaissez, que vous maîtrisez déjà, et qui n'impliquent pas de revoir totalement votre système d'information le cas échéant. Alors, sur la partie cloud, l'objectif, c'est vraiment de faire 1 + 1 = 3. C'est-à-dire faire en sorte que, à la fois, vous soyez en capacité, en combinant la puissance du cloud et la puissance des plateformes on-premise, d'adresser des nouveaux scénarios.
Donc ayez à l'esprit que ça y est, on a mis sur le marché ce qu'on appelle ExpressRoute. ExpressRoute, c'est un lien dédié qui vous garantit un certain niveau de SLA en termes de latence et de débit entre votre data center et les data centers Azure. Et donc vous avez quelque part une extension de votre réseau d'entreprise qui vous est proposé au travers d'ExpressRoute. Le partenaire en France avec qui on travaille, c'est Orange. L'intérêt aussi derrière ça, c'est de vous permettre en fait de mettre en place des scénarios de développement et de test très rapidement. Vous créez des machines virtuelles en quelques minutes, vous faites vos tests dessus. De mettre en place des plans de reprise et des plans de backup. Vous le savez probablement, dans SQL Server 2014, vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir votre backup de façon compressée, mais surtout cryptée dans le cloud. Donc ça vous offre une forme de diversité géographique. L'intérêt, c'est que la clé, entre guillemets, de cryptage, le certificat reste chez vous. Donc les clés sont chez vous, mais les données sont cryptées chez Microsoft, en tout cas dans Azure. Un point qui a été annoncé, sauf erreur, c'était le mois dernier, c'est la notion de stretch table. Donc c'est le fait d'étendre vos tables dans Azure. Là, on pousse l'idée de continuité de la base de données on-premise dans le cloud à son paroxysme, puisque vous avez en fait une table, et cette table, un bout de la table se trouve en local chez vous, dans votre data center. Le reste de la table, pour les données froides, se trouve en fait dans Azure. Et on peut dynamiquement déterminer le seuil entre les données qui sont locales et les données qui sont dans le cloud. Et donc vous permettre de bénéficier à la fois des performances locales, le cas échéant, mais aussi de la puissance de calcul d'Azure. Quand vous effectuez une requête, si les données sont dans le cloud, ce sont les serveurs dans le cloud qui vont aller faire le calcul pour vous sans solliciter les serveurs en local. Donc ça, c'est un scénario extrêmement intéressant à suivre et qui sera bientôt disponible. Sur la partie SQL Database, une annonce qui a été faite aussi qui est d'importance, c'est le fait que les column store non-cluster sont désormais supportés, enfin seront bientôt supportés sur SQL Database. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent monter des data marts dans le cloud. Vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Et enfin, ce qui me paraît important, c'est le fait que vous avez derrière Azure en fait votre data lake. J'ai indiqué tout à l'heure, et ça, pour moi, c'est une des forces des approches de type cloud et d'Azure, c'est que vous découplez quelque part le stockage de vos données de la façon de les adresser. Si vous réfléchissez bien, quand vous avez une base de données aujourd'hui, le stockage des données et les traitements sont intimement liés. Si vous déployez aujourd'hui on-premise un cluster Hadoop, vous avez vos serveurs avec à la fois les données réparties sur ces machines en HDFS et les traitements dessus. Là, ce qu'on propose en fait, c'est que d'une part, vous avez le stockage et d'autre part, si vous voulez faire du Hadoop, du Spark ou autre chose, vous avez la possibilité de choisir les technologies les plus appropriées. Rapidement, la deuxième couche, analyser les données, être capable d'en tirer du sens. Première annonce historique en bas sur le graphique, annoncée en juillet, Azure Machine Learning. Donc Azure Machine Learning, c'est pour nous une petite révolution, non que le machine learning et le data mining soient des nouveautés. En revanche, on arrive avec une approche assez disruptive, avec la volonté claire de démocratiser l'accès à des technologies qui étaient réservées au départ à une certaine élite, du fait du coût, du fait de la complexité, du fait des compétences requises. Aujourd'hui, avec Azure Machine Learning, vous êtes en capacité, sans avoir à déployer quoi que ce soit sur votre poste de travail, d'exploiter les algorithmes que Microsoft met à votre disposition, soit ceux qui sont mis à votre disposition, soit si vous avez des data scientists chez vous qui maîtrisent la plateforme open source R, d'intégrer les scripts R directement dans Azure Machine Learning. Ça, c'est un point. Mais la grande force d'Azure Machine Learning, c'est la capacité de déployer vos modèles en quelques minutes. Pourquoi c'est intéressant? Si vous regardez ce que font les plateformes historiques, vous développez votre modèle statistique, vous trouvez un bon modèle, et à partir de là, il faut réécrire ce modèle sur une plateforme, par exemple en C#, en Java, en ce que vous voulez, avec deux risques. Le premier risque, c'est le fait que la fidélité du modèle ne soit pas respectée. Ce que vous avez découvert d'un côté n'est pas correctement reproduit dans le modèle qui passe en production. Et le deuxième risque est lié au fait qu'il y a un certain délai dans la mise en production et dans le recodage. Là, vous faites un modèle dans Azure Machine Learning et en quelques minutes, vous le passez en production sous la forme d'un web service qui donc peut être consommé dans n'importe quel environnement, notamment par exemple Excel. Un point intéressant et ce qu'on poursuit comme objectif avec Azure Machine Learning, c'est de développer une économie de la data science. L'objectif, c'est de dire finalement un développeur qui a des bonnes idées aujourd'hui, il crée une application, il la déploie sur un store d'applications quelconque et grâce à ça, il gagne de l'argent. Un data scientist aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Avec ce type de plateforme,
Un data scientist va être en capacité de créer ses modèles statistiques, par exemple s'il a un certain savoir-faire sur la prédiction de la vente de produits sur un marché, et de l'intégrer au sein d'une plateforme qui s'appelle Azure Marketplace, et au sein d'Azure Marketplace, de définir un modèle de pricing d'utilisation de son modèle. Donc ça ouvre des perspectives très intéressantes. Sachez qu'on a annoncé d'ailleurs le mois dernier la disponibilité d'un accès libre gratuit avec un certain niveau de service sur Azure Machine Learning. Sauf erreur de mémoire, vous pouvez uploader 10 gigas de données et travailler sur ces 10 gigas de données pour construire vos premiers modèles statistiques. Je ne dis pas là que le machine learning sera à la portée de tous. Méfiez-vous des gens qui, en ayant fait 3-4 cours de Coursera, vous expliquent qu'ils sont désormais légitimes. Ils sont assez dangereux. On peut faire beaucoup de bêtises avec ça. Par contre, prenez le temps de regarder, prenez le temps de lire sur ces sujets-là et de voir les expérimentations qui sont proposées dans la plateforme. On a parlé tout à l'heure de Complex Event Processing. Donc pour la capacité à traiter des flux de données en temps réel avec des faibles latences. Quand je vous ai parlé de Storm tout à l'heure, en fait, je vous ai parlé d'une plateforme où il faut gérer les choses vous-même. Vous êtes un peu dans le mode IaaS, Infrastructure as a Service, à vous de déployer une topologie, à vous de déployer le code, etc. Ça peut s'avérer relativement complexe. Avec Azure Stream Analytics, et c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, on pense qu'on peut fournir une plateforme qui s'avère plus simple à mettre en œuvre avec les mêmes avantages. Donc non seulement on adopte la plateforme open source Storm, mais on propose une plateforme qui est cette fois-ci totalement opérée par Microsoft et sur laquelle vous n'avez plus qu'à déployer vos requêtes dans un langage qui ressemble furieusement au SQL et qui a été légèrement étendu. L'intérêt pour vous, c'est que vous n'avez pas à gérer le nombre de nœuds qui vont devoir traiter les flux de données. Pour ceux qui connaissent bien SQL Server, ce serait le pendant, mais nettement plus scalable, de Stream Insight. Quand on parle d'intégrer des données de diverses provenances et d'appliquer des traitements dessus, on se retrouve assez vite dans un scénario où on doit gérer des flux de données. Mais il y a des flux de données qui sont à la fois on-premise, qui sont à la fois dans le cloud et qui donc franchissent ces frontières dans un sens ou dans l'autre. Azure Data Factory est là pour répondre déjà à cet objectif, cette capacité de créer une sorte d'ETL à l'échelle du cloud, de façon à pouvoir automatiser des traitements entre différentes sources de données et appliquer dessus tous les traitements, peut-être éventuellement des modèles statistiques dessus. Azure Data Factory répond pas encore aujourd'hui totalement à un besoin, mais permet d'avancer dans cette direction sur ce qu'on appelle le data lineage, la traçabilité des données. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous vous retrouvez avec des centaines de rapports chez vous et que vous commencez à vous poser la question de savoir mais est-ce que ce champ est lié, si je touche à telle base de données dans mon système d'information, quels sont tous les systèmes en aval qui vont être impactés, Azure Data Factory permettra de se rapprocher de cet objectif de traçabilité. L'autre intérêt, c'est que les données, les workflows étant décrits dans un format qui est JSON, vous allez pouvoir versionner ces informations-là, vous allez pouvoir les partager également. Dernière couche, mais ça je pense que vous êtes tous familiers de ça, quand on parle de visualisation. L'annonce elle a maintenant 1 an, donc ça n'est pas nouveau. Vous connaissez tous Power BI, donc avec 2 volets, je le rappelle. Dans Power BI, vous avez un volet qui est on-premise intégré Excel, avec les 4 add-ins, Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map. Et vous avez un deuxième volet qui est dans le cloud, un ensemble de fonctionnalités, les mobile sites, les Power BI sites, enfin les BI sites, et puis ce qu'on appelle Q&A, qui vous sont proposés. Donc ça, c'est l'offre Power BI. Ce qui est intéressant, c'est que, vous l'avez peut-être remarqué, les add-ins comme Power Query, par exemple, connaissent aujourd'hui de façon mensuelle des évolutions, des nouveautés. Donc c'est le rythme de sortie aujourd'hui des nouveautés sur Power Query. Tous les mois, vous avez une nouvelle version de Power Query avec des nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles. Donc, par exemple, sur Power Query, ce qui a été annoncé cette année, c'est le support de SAP BO. Donc vous pouvez attaquer depuis Excel directement un univers BO. C'est le support, l'intégration avec Salesforce, ça c'est beaucoup plus récent. Aussi très récemment, le support d'Analysis Services, on l'attendait tous depuis longtemps. Donc aujourd'hui avec Power Query, vous avez une plateforme qui permet d'aller chercher les données d'à peu près n'importe où et de créer vos propres transformations sur ces données. Plus de 320 000 téléchargements depuis février. Ce produit est pour moi l'un des meilleurs de la stack Power BI en termes d'ouverture et de possibilités. Juste un point sur la partie BI en situation de mobilité.
l'annonce avait été faite il y a quelque temps, en début d'année, et elle se confirme donc. L'arrivée, vous savez déjà qu'aujourd'hui, les sites, les rapports que vous faites avec Office 365 peuvent être générés en HTML5, donc consommés sur différents types de devices, pas que Microsoft, donc notamment iOS, Android. On est plutôt dans le registre de ce que j'appellerais le touch enable. En gros, ça marche. Mais on le sait bien, une interface web, ce n'est pas toujours optimisé pour interagir de façon tactile avec le device. Et c'est pour ça que Microsoft proposait déjà une offre, une application native qui est disponible dans notre store et qui s'appelle Power BI tout bêtement, et qui vous permet donc d'avoir une expérience optimisée de navigation. Ce qui a été annoncé là, c'est l'arrivée de la version, l'application native pour iOS, donc d'ici la fin de l'année. Il y aura la possibilité non seulement de consommer en HTML5 l'ensemble des rapports, ça c'était déjà le cas, mais vous aurez la possibilité d'avoir les applications natives à la fois sur Windows 8.1 et évidemment sur ce que j'ai évoqué, iOS. Alors, dernier point, je vais plutôt avancer... Donc Analysis Services, on en a parlé déjà. Je vais plutôt avancer sur le dernier point. Et ça me paraît intéressant puisqu'on a souvent eu des questions autour de Performance Point et de son avenir. La réponse, je pense qu'elle est là. Si vous regardez bien, a annoncé donc, le mois dernier l'intégration de la notion de dashboard ou de tableau de bord personnalisable au sein de l'offre Power BI dans Office 365. Et donc là, vous avez la capacité de laisser la possibilité à n'importe quel utilisateur, à partir des sources de données qui lui sont rendues accessibles, de créer ses propres indicateurs KPI et faire du drill-through, c'est-à-dire qu'au travers d'un indicateur, cliquer sur cet indicateur et derrière d'accéder au rapport détaillé sur ces indicateurs-là. Donc ça aussi, c'est bientôt disponible et c'était une demande régulièrement faite autour de Power BI. Donc globalement, on a une plateforme aujourd'hui qui est complète, qui permet d'adresser l'intégralité des scénarios auxquels vous êtes susceptibles d'être confrontés. Vous aurez compris, je pense, que les évolutions et les innovations chez Microsoft se font principalement aujourd'hui dans le cloud, mais ça ne veut pas dire que les produits on-premise sont abandonnés pour autant, pas du tout. Les technologies qui permettent aujourd'hui de faire avancer, d'innover dans le cloud sont déclinées ensuite on-premise, comme je l'évoquais tout à l'heure. Il me paraissait important de mettre en avant un point. J'ai beaucoup parlé de l'offre Microsoft, mais derrière cette offre, quand on parle de la data, il n'y a pas que Microsoft sur le marché, on le sait bien. Donc l'approche est aujourd'hui d'intégrer au maximum, là où c'est pertinent, les plateformes que nos clients utilisent. Donc si je prends le côté gauche, on a la vision un peu relationnelle. Annoncer cette année la possibilité donc, de déployer des bases de données Oracle dans Azure. Alors, ce n'est pas simplement la possibilité de les déployer, hein, c'est vous allez dans le portail de machines virtuelles prêtes à l'emploi sur Microsoft Azure, vous avez des plateformes Oracle, pas simplement en base de données, qui sont mises à disposition. Autre point fort, c'est que c'est le seul environnement cloud pour lequel Oracle assure le support de ces bases de données. Hein, concrètement, si vous déployez des bases de données Oracle dans d'autres environnements cloud, notamment concurrents, elles ne sont pas supportées. Si vous appelez le support Oracle et qu'ils découvrent que ce n'est pas sur on-premise ou dans Azure, potentiellement, ils peuvent refuser le support. SAP aussi, donc le support des plateformes entreprises SAP, et notamment la plateforme SAP HANA en mode plateforme de développement, est désormais intégrée et accessible directement dans Azure. Sur le volet des sources de données NoSQL, MongoDB, Cassandra au travers d'un partenaire qui s'appelle DataStax. Donc si vous voulez faire du Cassandra, on a des clients et des partenaires qui utilisent ce type de plateforme dans Azure. Neo4j, vous connaissez peut-être, qui est une base de données orientée graph, qui a proposé une machine prête à l'emploi pour Azure. Donc là, vous voyez qu'avec ces scénarios-là, on adresse à peu près tous les cas de figure. Il nous reste les scénarios non relationnels. J'ai évoqué Hadoop. Hadoop, ça fait à peu près 2 ans qu'on a un partenariat avec le principal contributeur en nombre de lignes de code au projet Hadoop, c'est Hortonworks. On a annoncé dans le mois dernier le fait que Cloudera propose désormais aussi sa distribution Hadoop directement dans Azure. Donc vous avez le choix de la distribution aujourd'hui. Enfin, quand on parle d'analytique, on intègre aussi des plateformes open source comme R principalement, Python bientôt. Aujourd'hui, donc je l'évoquais, R c'est cette plateforme open source qui commence à faire de l'ombre à SAS, qui commence à faire de l'ombre à SPSS.
qui dispose d'une communauté assez active, plus de 5000 packages qui ont été déployés dessus. Vous pouvez faire à peu près tout et n'importe quoi en termes de statistiques. Et aujourd'hui, donc, R est totalement intégré à Azure Machine Learning. Là, l'objectif, c'est de vous donner un exemple de ce qu'on peut faire avec Carrying more than 1 billion passengers every year, the iconic London Underground is the world's first underground railway. I'm Steve Pears, Managing Director at Telent Technology. We wanted to help rail organisations like London Underground modernise the systems that monitor its critical assets. Everything from escalators and lifts and HVAC control systems to CCTV and communication networks. We teamed up with CGI and Microsoft. This collaboration includes taking advantage of the Microsoft Azure Intelligent Systems Service. Meaningful data from sensors and intelligent edge devices on everything from temperature, vibration and humidity to fault warnings and system alerts are available securely in the cloud. Many manual monitoring processes can now be streamlined. Disconnected systems can be securely integrated and automated. Most importantly, equipment degradation can be spotted in real time based on live data. And with new insights from data, London Underground can measure asset performance over time. When one system can connect thousands of devices and data streams across a rail network serving millions of people, that's the Internet of Things, and it's here right now. That's why we chose Microsoft. Voilà une petite vidéo qui illustre aussi parfaitement la vision de Mobile First, Cloud First, avec les données à l'intersection des deux. Merci Damien en tout cas pour cette présentation. Beaucoup d'innovation, un cycle de release qui s'accélère sur les trois piliers, Mission Critical, BI et aussi dans le cloud. Donc vous êtes encore un petit peu perdu sûrement, mais vous avez 42 sessions et 2 jours pour vous y retrouver. Quelques call to action avant de nous séparer. Premier call to action, les Tech Days, 10, 11, 12 février. Donc là, c'est encore une opportunité pour vous de découvrir l'ensemble de l'offre Microsoft et de ses nouveautés. Le deuxième call to action, le programme ISV Business Accelerator. Si vous êtes un éditeur de logiciels ou si vous connaissez des éditeurs de logiciels qui souhaitent faire évoluer leurs solutions vers les dernières technologies, on a donc un programme pour les accompagner vers SQL 2014 et vers Azure. Troisième ressource pour vous, le site Data Insight, microsoft.fr/Data Insight. Vous retrouverez toutes les vidéos qu'on a montrées aujourd'hui, les témoignages clients, des labs, etc. pour vous former. Quatrième ressource, Microsoft Virtual Academy. Donc là, c'est pour vous un moyen de mettre le pied à l'étrier. Il y a un ensemble de formations, de training sur toutes les nouveautés de la plateforme de données Microsoft. Voilà, il nous reste juste donc à vous remercier et à vous souhaiter d'excellentes journées SQL Server. Merci de votre attention.